matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, une première en France qui bouscule le débat bioéthique. Un homme né il y a 34 ans d'un don de sperme vient de retrouver son père biologique grâce à un test génétique vendu sur Internet. Vous l'entendrez. Et dans un quart d'heure, la bioéthique, les migrants, la place de la religion, le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui appelle les catholiques à se laisser déranger, sera l'invité d'Europe Matin. Les migrants à Calais, Emmanuel Macron va au contact pour défendre sa politique sur l'asile et l'immigration. Les blocages de prison continuent. La ministre Nicole Belloubet attendue ce matin à Vendin-le-Vieil. Nous serons sur place. Chez PSA, les ventes de voitures ont bondi de 15% l'an dernier au niveau mondial grâce à l'arrivée d'Opel. Mais les ventes s'effondrent en Chine. Dans ce journal, des produits fabriqués pour durer le plus longtemps possible. C'est l'anti-obsolescence programmée. Ça devient tendance. Enquête du 8h avec Carole Ferry. Comment retenir les startups en France? Le décret Montebourg pourrait être étendu, nous dira Nicolas Barré. Et puis le fléau de la pêche électrique qui dévaste le fond des mers, mais que l'Europe voudrait étendre. C'est une démarche interdite en France et c'est une histoire fascinante, celle d'Arthur Kermalvézen. Alors que la loi française ne permet pas aux enfants nés d'une insémination artificielle avec donneur d'accéder à leurs origines, cet homme de 34 ans a annoncé ce matin sur Europe 1 avoir retrouvé son géniteur. Et Ève Roger y est arrivé avec une facilité déconcertante par un simple prélèvement salivaire à $99. Et oui, trouvé sur Internet, sur un site américain. Au bout de 3 semaines, la réponse inespérée, son ADN match avec un certain Larry, un lointain cousin franco-anglais. Enquête sur les réseaux sociaux, études sur les arbres généalogiques. Il a fallu 12 heures à Arthur pour retrouver le nom et l'adresse de son donneur. Il habite à 1h30 de chez lui. Arthur fait passer une lettre via un voisin. Et le 25 décembre dernier, à 10h du matin, comme un cadeau de Noël, coup de fil, c'est lui. Il vient de vous le rencontrer ce matin, Patrick, en exclusivité sur Europe 1. On m'a tellement dit que les donneurs ne voulaient pas nous rencontrer. Je suis la preuve vivante que les donneurs sont ravis. Enfin, en tout cas, le mien était ravi. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question, est-ce que oui ou non, ça vous dérange le fait que je me sois autorisé à vous contacter? Et sa réponse est non, je suis absolument ravi. Alors tout le monde est ravi, la rencontre est bientôt prévue. En attendant, Arthur Kermalvézen espère bien avec ce conte de Noël remettre en débat l'anonymat du don de sperme qui est aujourd'hui la règle en France, sujet qui n'est pas à l'ordre du jour des états généraux de la bioéthique lancés jeudi, en tout cas pas pour l'instant. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, on vous retrouve tout à l'heure. Ève, vous avez une question personnelle à poser au nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, notre invité à 8h15. Pour Notre-Dame-des-Landes, la ZAD sera évacuée des éléments les plus radicaux, confirme à l'instant le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. C'est la prison qui doit accueillir prochainement Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre 2015. Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où 3 surveillants ont été agressés et où le directeur a démissionné hier. Vendin-le-Vieil attend la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Vous êtes sur place, Lionel Gougelot. Ouais, effectivement, Patrick, et pour accéder à cette prison, eh bien, la ministre devra d'abord contourner le grand feu de pneus et de palettes qui barre l'entrée de l'établissement et traverser également une épaisse fumée noire, le signe que la colère reste vive dans les rangs des surveillants de cette prison de Vendin-le-Vieil. Alors Nicole Belloubet devrait, dès son arrivée, rencontrer les gardiens qui ont été agressés jeudi dernier par ce détenu islamiste ancien membre d'Al-Qaïda. Un premier geste apprécié, certes, par le personnel, mais qui vient un peu tard, selon Julien Martin, secrétaire régional Force ouvrière. On pense quand même qu'elle vient trop tard, qu'elle aurait dû se mobiliser tout de suite. Dès vendredi matin, elle aurait dû être sur l'établissement. Même s'il est un peu tard, on va quand même l'accueillir pour lui dire ce qu'on a à lui dire. Il faut absolument qu'on trouve des solutions et qu'on puisse enfin entendre de la part du ministère qu'on redonne goût aux surveillants de travailler puis de ne plus venir travailler la boule au ventre. Et ce qu'attendent les surveillants, eh bien, ce sont des engagements sur le renforcement des effectifs et des procédures de sécurité dans la gestion des détenus dangereux ici à Vendin-le-Vieil. Une prison qui, rappelons-le, est censée accueillir prochainement Salah Abdeslam à l'occasion de son procès en Belgique. Elle est, depuis quelques jours, cette prison, le symbole du malaise des établissements français. Un surveillant me disait ce matin que la ministre serait bien inspirée d'y annoncer des mesures fortes pour l'ensemble de la pénitentiaire. Sinon, la confiance sera définitivement rompue. Lionel Gougelot en direct de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais pour Europe 1. L'autre visite du jour, c'est celle d'Emmanuel Macron à Calais. Le président se rend d'abord à Croisilles pour visiter un centre d'accueil avant d'aller à la rencontre des élus locaux et associations de soutien aux migrants à la mairie de Calais. Sébastien Krebs. Emmanuel Macron sait combien Calais est emblématique. Aucun de ses prédécesseurs depuis 20 ans n'est parvenu à régler le problème. Ses conseillers le disent, il va au-devant de Calaisiens qui oscillent entre lassitude
et exaspération. L'Élysée voit bien des signes d'amélioration. Il y avait plus de 8000 migrants avant la destruction de la jungle. Ils ne sont plus que quelques centaines. Le nombre d'intrusions dans les camions a aussi baissé. Mais la situation reste fragile. Le président veut faire de ce premier déplacement l'occasion de marteler sa position d'équilibre, défendent ses conseillers. D'un côté, accueillir plus dignement avec ses centres d'hébergement et d'orientation créés depuis l'été. Il en visitera un. Mais de l'autre, fermer définitivement la porte, rendre la frontière hermétique. L'objectif est assumé, décourager les migrants. Il faut se garder de faux bons sentiments, disait le chef de l'État la semaine dernière. Face aux associations, ce message sera probablement difficile à passer. Elles dénoncent le harcèlement de la police. 2 d'entre elles vont boycotter. Aux policiers et gendarmes, il répétera les consignes de fermeté, mais rappellera aussi leur devoir d'exemplarité et promettra que tout abus doit être sanctionné. Sébastien Krebs, il y a eu l'an dernier près de 15 000 retours forcés d'étrangers en situation irrégulière, un chiffre en hausse de 14%. Europe 1, il est 8h06. C'est une arme de destruction massive appliquée au fond des océans avec d'immenses filets équipés d'électrodes qui infligent des décharges électriques pour paralyser les poissons à la manière d'un taser avant de les remonter sur le chalutier. Une technique aussi efficace que dévastatrice, utilisée notamment par les Néerlandais depuis une dizaine d'années dans les zones où les poissons plats comme les sols sont abondants. Or, la Commission européenne propose d'étendre cette pratique. La bataille aura lieu aujourd'hui au Parlement européen lors d'Autriche. C'est une pêche qui électrocute les poissons pour les faire sortir du sable. Cette pêche électrique est interdite par l'Union européenne depuis 20 ans, mais sous la pression des lobbies, des dérogations ont été accordées en mer du Nord. Aux Pays-Bas, les pêcheurs la pratiquent donc. Selon eux, les économies de carburant sont énormes parce que le moteur de leur chalutier tourne à plus faible régime. Mais pour l'eurodéputé Yannick Jadot, c'est une pratique que l'Europe doit interdire une bonne fois pour toutes. Les pêcheurs artisans qui passent après ces fameux chalutiers électriques nous disent « la mer est devenue un désert, c'est devenu un cimetière, nous sommes en train de crever et avec nous, c'est la vie des territoires côtiers qui est en train de mourir ». Des grandes surfaces comme Intermarché ont décidé de boycotter ces poissons hollandais et plus de 200 chefs cuisiniers français et européens viennent de publier un manifeste dans lequel ils s'engagent à ne plus cuisiner un seul poisson issu de la pêche électrique. Lors d'Autriche, pour Europe 1, à l'étranger, terrible découverte dans une petite ville de Californie. 12 frères et sœurs affamés, certains enchaînés à leur lit. La 13e enfant de la famille, une adolescente de 17 ans, a réussi à donner l'alerte. Les parents âgés de 57 et 49 ans ont été incarcérés pour torture. Europe 1. Il est 8h08, Patrick Cohen. Il y a des produits jetables et des appareils increvables, des téléphones ou des imprimantes à la vie courte. On l'a vu encore récemment. Et des objets impérissables. Oui, ça existe. C'est même une tendance qui reprend de la vigueur. Une sorte d'anti-obsolescence programmée. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Alors vous nous présentez des produits fabriqués pour durer le plus longtemps possible ? Pour durer même toute une vie. Prenez le groupe Michelin, il travaille sur le pneu du futur qu'on jettera seulement avec la voiture à la case. Plus besoin de le changer ni quand il sera usé, ni pour rouler sur la neige. Il suffira de rajouter de la gomme autour grâce à une imprimante 3D. L'idée, c'est donc de réparer plutôt que de jeter dès que ça ne marche plus. Exactement, c'était la promesse du groupe Seb il y a 10 ans déjà pour que les produits deviennent réparables. Ils ont même transformé l'une de leurs usines des Vosges en centre de stockage pour les pièces de rechange. Aujourd'hui, l'argument de vente fonctionne, mais les réparations n'ont augmenté que de 15%, car le réflexe reste souvent c'est trop compliqué, ça va coûter cher. C'est le défi aujourd'hui du directeur général de Seb, Alain Potreau. Un exemple qui nous paraît, nous, très important, c'est par exemple le grille-pain. On devrait pouvoir proposer une réparation forfaitaire sur un grille-pain qui tourne entre 22 et 25 euros. Vous allez me dire, on trouve des grille-pains d'entrée de gamme à des prix inférieurs, mais si on a acheté un grille-pain qui vaut 40, 50 euros, on a envie de le conserver et dans beaucoup de cas, le consommateur se dit finalement ce n'est que 20 à 25 euros. Pour beaucoup, c'est intéressant. Ah oui, 25 euros pour réparer un grille-pain, je vous confirme, c'est pas donné, non ? Oui, c'est pour ça que Seb va également ouvrir d'ici quelques semaines, ça n'est pas encore public, des ateliers où on pourra réparer soi-même son fer à repasser, son aspirateur. L'objectif, c'est de faire baisser effectivement encore ses prix. Alors, soit de la réparation, soit du produit lui-même, car prenez le Fairphone, l'anti-iPhone. Sur le papier, c'est formidable, vous pouvez changer toutes les pièces. Vous êtes sûr qu'aucun enfant n'a aidé à le fabriquer, sauf que pour un peu plus de 500 euros, eh bien, les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais la motivation, ce n'est pas toujours le coût, c'est aussi un choix environnemental assumé
pour ceux qui en ont les moyens. Les investisseurs sont-ils prêts à suivre ces innovations ? Eh bien, ça dépend. Vous voyez, là, on parle de grands groupes qui ont les moyens de prendre des risques. Pour les petits, c'est plus compliqué, comme ces deux ingénieurs qui se triturent les méninges depuis 3 ans pour fabriquer l'increvable. C'est une machine à laver qui doit durer, là encore, toute une vie. Même Emmanuel Macron est allé la voir le mois dernier. C'est vous dire si le concept est dans l'air du temps. Sauf que pour le moment, eh bien, il ne trouve aucun industriel prêt à relever le défi. L'enquête de 8h signée Carole Ferry, merci. Comment retenir nos startups, justement ? Comment ne pas les laisser racheter par des investisseurs étrangers ? Nicolas Barré, le ministre Bruno Le Maire s'apprête à prendre des mesures. Alors il l'a dit en Chine pendant la visite d'Emmanuel Macron, il passe maintenant aux travaux pratiques. Son idée consiste à étendre encore le décret Montebourg qui permet déjà à l'État de donner ou pas son feu vert au rachat d'une entreprise dans des secteurs jugés stratégiques, énergie, transport, défense, télécom, santé. Bruno Le Maire veut donc élargir cette liste aux données numériques et à l'intelligence artificielle. Autrement dit, il cible les GAFA, Google, Facebook et autres, et leurs équivalents chinois qui seraient tentés de racheter des pépites françaises. Mais c'est une idée qui ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi ? Eh bien, vous vous souvenez des pigeons, Patrick, oui. Ils se réveillent. Pourquoi ? Parce que la French Tech, les startups, sont financées largement par des fonds américains, voire chinois. Ils ne veulent pas voir donc ces sources de financement se tarir. Or, c'est ce qui s'était passé quand Arnaud Montebourg avait bloqué le rachat de Dailymotion par Yahoo. Donc, les pigeons mettent en garde. Nous ne sommes pas naïfs. C'est très bien de protéger nos pépites, mais attention à ne pas fermer le robinet qui permet aux startups de se financer. Bruno Le Maire est prévenu. Merci à vous, Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Une voix enfin pour terminer le journal, une voix splendide qui savait alterner la douceur et la fureur, celle des Cranberries. La voix de Dolores O'Riordan, la chanteuse irlandaise des Cranberries, décédée brutalement à Londres. Elle a été retrouvée inanimée dans son hôtel. Elle avait 46 ans.